Bonjour, vous avez décidé d'utiliser votre énergie, votre pouvoir d'action et un peu de votre temps pour un projet concret qui ait du sens, mais voilà, vous vous demandez certainement quel est le meilleur emplacement pour avoir de l'impact. Vous avez bien raison. Je vous partage dans cette vidéo la méthodologie de la ruche qui dit oui pour réussir votre étude d'implantation en quelques étapes clés sur le territoire que vous visez pour commencer votre activité avec confiance. C'est parti! Commençons par le commencement. C'est quoi au juste votre projet aujourd'hui? Peut-être que vous avez déjà imaginé la forme qu'il pourrait prendre, son objectif, son concept, l'impact que vous souhaiteriez qu'il ait. Si ce n'est pas encore très clair pour vous, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause aujourd'hui et prendre le temps pour rêver, sans vous mettre de barrières ni de limites, où toutes vos envies doivent être possibles. C'est grâce à cet exercice-là que vous pourrez dessiner un projet qui vous corresponde bien et qui vous motive dans la durée. Une fois passée cette étape, il faut faire coïncider le rêve et la réalité. Voir comment votre projet peut s'inscrire dans la vraie vie. Notamment la question où lancer son projet est essentielle. J'imagine que vous devez certainement avoir une petite idée en tête à ce stade-là si vous regardez cette vidéo. À la ruche qui dit oui, nous accompagnons depuis plus de 10 ans des associations et des entrepreneurs sur cette étape clé. Tout démarre quand des personnes qui peuvent venir de tout horizon nous contactent avec le souhait de créer leur propre point de distribution dans notre réseau qu'on appelle chez nous une ruche. Ils ont une envie claire et identifiée, s'engager pour un système alimentaire plus juste, et la ruche qui dit oui correspond à leur envie de défendre une alimentation locale, durable et équitable. Ils ont aussi un concept bien ficelé, puisque une ruche, c'est un concept clé en main qui est assez souple pour s'adapter à leurs envies. Même si le démarrage de l'activité peut être assez rapide, au lieu de partir directement tête baissée dans le projet, nous prenons toujours un temps ensemble avant pour étudier la zone souhaitée, vérifier que l'écosystème autour du projet soit bien adapté. Le lieu idéal n'existe certainement pas, mais en identifiant notamment les points forts et les faiblesses du projet sur la zone donnée, on peut vérifier qu'on peut se lancer assez sereinement. Si besoin, dans certains cas, on cherche carrément un autre endroit pour donner de meilleures chances au projet de réussir. Donc pour faire cette étude territoriale, nous utilisons une méthode bien précise, découpée en 6 étapes, que je vais vous présenter pas à pas. Pour nos futurs responsables de ruche, nous avons même créé un guide avec des cases à remplir pour essayer de regrouper les informations au même endroit et les synthétiser. Je vous donne ce conseil-là et ça prend en général environ 1 à 3 semaines pour réunir toutes les informations. Je vous partage maintenant mon écran pour tout vous montrer. La première étape consiste à s'informer sur la zone que vous cherchez. Comme premier pas, on va donc réunir un certain nombre d'informations générales sur la commune, assez simple à trouver avec des recherches sur Internet. C'est d'autant plus important si vous ne connaissez pas bien le secteur aujourd'hui. Nous allons commencer par des éléments très faciles à trouver, c'est le contexte démographique. Il existe plein de sites différents pour pouvoir réunir ce genre d'informations, comme le nombre d'habitants, la densité de population, le pouvoir d'achat moyen, la répartition par âge de la population et la répartition des ménages, à savoir famille, monoparentale, personnes seules, etc. Ensuite, on va aller regarder le contexte économique de la zone. On va regarder le niveau de diplôme de ses habitants, la répartition par catégorie socio-professionnelle, le taux de chômage. On peut aussi regarder le taux de création d'entreprises et on va essayer de comprendre si la dynamique économique est plutôt à la croissance ou à la décroissance. Il va y avoir le contexte politique aussi qui va être important. On va regarder l'étiquette politique du maire. On va essayer de trouver quel était son programme et quelles étaient ses priorités qui étaient indiquées dans son programme. On va regarder aussi les problématiques essentielles de la commune, les tensions un peu spécifiques qui étaient relevées sur le programme ou en tout cas qui sont connues de la commune. Et puis j'ai noté qu'il faut faire attention à savoir si on est en période électorale, puisque dans certains cas, ça va jouer sur le déploiement de votre projet. J'ai noté aussi le contexte écologique. Ça a beaucoup de sens pour notre projet à la ruche qui dit oui, notamment. Ça peut être intéressant aussi pour votre projet, selon son contenu. L'idée, c'est de regarder si la mairie a une certaine sensibilité aux enjeux écologiques, notamment sur la question du développement durable. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Quelles ont été leurs mesures et quels sont leurs objectifs? Peut-être que votre projet peut les aider à atteindre ces objectifs. Donc, c'est intéressant de l'avoir en tête.
En dernier lieu, on va aussi regarder, pour nous, en tout cas ce qui concerne la ruche Kidiwi, le contexte agricole, puisqu'on va travailler avec des producteurs locaux. Donc on va aller regarder quelles sont leurs attentes, quelles sont les productions qui sont disponibles localement, quels sont les produits phares, peut-être qu'il y a des produits régionaux qui sont vraiment typiques. On va regarder aussi quels sont les produits manquants, quelles sont les problématiques au niveau agricole, ça peut être des sécheresses, l'artificialisation des sols ou plein d'autres choses. Donc ça, c'est intéressant à connaître. L'étape 2 est de définir votre zone d'influence. Le but ici est de visualiser jusqu'où votre projet pourrait rayonner, quelle serait l'étendue de la zone que vous pourriez toucher et quelles sont ses frontières. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le terme de zone de chalandise qu'on utilise dans le commerce. Bien sûr, c'est du théorique, mais ça reste très utile pour se représenter concrètement quel est son champ d'action. Pour la faire, on va commencer par évaluer à la louche la distance acceptable par un habitant pour aller jusqu'à vous. Pour y arriver, on peut se baser sur le type de projet que vous avez. Par exemple, si vous avez un projet dans l'alimentation, on va chercher beaucoup plus de proximité que dans un magasin qui propose par exemple du bricolage, où on sait qu'il faut souvent faire de plus grandes distances, qu'on a besoin d'une voiture pour ramasser le matériel, etc. Le type de densité de population va être aussi important pour évaluer la durée de déplacement potentiel que les gens seront prêts à faire pour aller jusqu'à vous. Par exemple, en ville, on va exiger plus de proximité, alors qu'à la campagne, on est prêt souvent à rallonger davantage les trajets pour trouver ce qu'on veut. Je vais vous montrer un outil gratuit assez pratique pour tracer cette zone sur une carte par temps de trajet en fonction du mode de transport. Vous pouvez aussi faire des évaluations via Google Maps aussi, ça c'est vous qui voyez. Donc moi je vais prendre l'exemple de Montélimar. Donc voilà le résultat qu'on peut avoir sur la carte. Là, on voit le point de Montélimar, on voit la zone qu'on peut couvrir avec 15 minutes à pied, la zone qu'on peut couvrir en 15 minutes à vélo et la zone qu'on peut couvrir en 15 minutes en voiture. Allez sur smapen.fr, puis sur Accéder à la carte. Connectez-vous en créant votre compte gratuit. Cela vous permettra de visualiser votre carte. Tapez votre adresse de départ. Ici, je vais étudier la ville de Montélimar. Je tape l'adresse, hop, et ça me met mon point. Ici, ça montre le centre-ville. Je veux ajouter une zone pour voir d'où peuvent venir les gens en voiture en 15 minutes de trajet. Je calcule. Ça me met ici la zone en question. J'ajoute aussi une zone pour le trajet de 15 minutes en vélo. Et enfin, le trajet en marchant. Bien sûr, je peux modifier ici les temps de trajet comme ceci. Voilà, vous avez maintenant votre carte faite en quelques clics. Aussi, vous allez chercher d'autres petites informations qui peuvent compléter votre analyse de la zone. Vous allez regarder, par exemple, en termes d'accessibilité, s'il y a des zones de circulation très fréquentées, notamment des zones d'embouteillage qui fait que les gens évitent ces zones-là après, quels sont les flux piétons potentiellement que vous pouvez connaître ou observer. On va aussi regarder quels sont les pôles d'attraction déjà existants. Ça peut être une zone commerciale dynamique, ça peut être un centre-ville très fréquenté ou un magasin spécifique. On appelle ces magasins-là les locomotives, par exemple comme la Fnac qui draine beaucoup de monde en permanence. On va regarder aussi les barrières géographiques ou psychologiques. Soyez attentifs à ça parce que ça a plus d'impact qu'on ne le croit. Un fleuve, un pont, une montagne, un lac, une autoroute, une ligne de train ou bien une zone qui a mauvaise réputation, ça peut aussi jouer sur le choix de la zone. Vous allez aussi regarder dans votre périmètre s'il y a des zones précises où on peut constater une certaine insalubrité, un endroit inaccessible, un endroit où il y a de l'insécurité, des gros travaux au long cours. Et comme ça, vous aurez déjà fait un bon tour de la question. Passons à l'étape suivante. L'étape 3, c'est de chercher des soutiens locaux. Vous connaissez certainement l'expression « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». L'idée est ici de vous dire que plus vous aurez d'aide en local, plus vous augmentez vos chances de réussite. Dans cette étape, vous allez donc chercher des personnes ressources qui pourront soutenir localement votre projet. Certains parlent de partenaires, ou de bons voisins, ou de prescripteurs. Faites vos recherches, frappez aux portes et allez parler de votre projet. Ils pourront vous faire des retours dessus qui peuvent être vraiment très utiles pour vous et peuvent même déboucher sur des collaborations où tout le monde y gagne. Contacter la mairie est l'un des indispensables.
Dans les grandes villes, ciblez plutôt l'élu qui correspond le plus à votre projet, et dans les petites villes, le contact direct avec le maire est plus faisable. N'hésitez pas à relancer par mail et téléphone si vous n'avez pas de réponse rapide. Pour une ruche, par exemple, les maires peuvent mettre à disposition un local communal, aider dans la communication sur le projet, vous donner des contacts pour vous aider, etc. Toujours bon à prendre. Ensuite, vous aurez certainement des intérêts communs à partager avec certaines associations ou commerces locaux dans la zone. Contactez-les pour voir comment vous entraider et vous donner mutuellement de la visibilité. Vous pouvez aussi vous adresser à des personnes influentes sur le secteur. Ça peut être un influenceur, un journaliste, des organisateurs d'événements, une personnalité de notoriété dans la commune, etc. Bien sûr, n'oubliez pas de parler de votre projet à votre réseau personnel et professionnel. Vous connaissez peut-être la théorie des 6 séparations d'un certain monsieur Carinthi. Selon cette théorie, toute personne sur la planète peut être reliée à n'importe quelle autre grâce à une chaîne de relations individuelles de 6 personnes au maximum. Avec les réseaux sociaux, on en serait même à 3,5. Cette action permet donc de lancer le bouche à oreille, mais aussi de trouver des personnes ressources supplémentaires potentiellement. Pour ceux qui vont créer leur ruche, j'ai laissé la dernière étape qui consiste à contacter le réseau de la ruche qui dit oui, c'est-à-dire des producteurs et des responsables de ruches voisins. Leur retour d'expérience est très utile aussi pour se lancer. L'étape 4, c'est cerner l'existant pour valoriser vos différences. Ici, on va parler d'initiatives concurrentes sur votre zone d'influence. On va aller distinguer la concurrence directe de la concurrence indirecte. Donc la concurrence directe, c'est des activités qui ont le même type de proposition que vous. Par exemple, là j'ai mis un exemple entre une ruche et un marché de producteurs. La concurrence indirecte, elle, c'est des systèmes qui n'ont pas le même fonctionnement, mais qui répondent in fine aux mêmes besoins. Par exemple, ça peut être une ruche avec un magasin de grande distribution qui servent à nourrir. Une fois trouvé, je vous conseille d'en choisir 3 ou 4, les plus importants, les plus semblables à vous et qui peuvent vous faire le plus de griefs si vous n'y prenez pas attention. Donc apprenez à les connaître pour savoir quelle est leur proposition, leur concept, leur type de produit, leur prix, leur communication, quel est le succès qu'ils ont. Et je vous propose ce tableau-là. Alors, je vous ai mis dans la première colonne un exemple. Moi, j'ai rempli rapidement. Vous pouvez mettre plus d'informations si vous le souhaitez. Mais déjà, ça vous donne un ordre d'idée général sur leur projet et votre avantage par rapport à eux. Essayez toujours de trouver l'avantage pour pouvoir vous distinguer dans la présentation de votre projet à d'autres personnes. Pour y arriver, on peut regarder leur site internet, bien sûr, leurs réseaux sociaux, on peut regarder le site Infogreffe ou société.com. On peut aussi discuter avec tout leur écosystème, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires, leurs distributeurs. Vous pouvez aussi jouer aux clients incognito. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à aller discuter ouvertement avec eux pour pouvoir créer une relation. L'étape 5 va consister à aller découvrir ceux que vous intéressez. C'est une étape un peu plus gratifiante à mon sens. Donc, l'idée ici, c'est de mieux connaître qui sont ceux que vous pouvez toucher avec votre projet. Ces personnes en question, on peut les appeler le cœur de cible, on peut les appeler avatar ou personae, persona. L'enjeu est d'identifier cette part de la population qui va être réceptive à votre proposition. Alors, vous allez avoir plusieurs techniques pour le faire, soit le sondage qui permet de faire une étude quantitative. Vous pouvez le lancer assez facilement, notamment par Internet ou sur les réseaux sociaux. Et pour être représentatif, on va essayer d'avoir une centaine de personnes participantes. Et pour des entretiens plus qualitatifs, on va aller directement appeler les gens ou les rencontrer. On va essayer d'avoir entre 15 et 30 personnes pour être représentatif. Je sais que 30, ça fait quand même beaucoup, mais en deçà d'un certain nombre, on ne sera vraiment pas représentatif. Tout ce que vous pouvez prendre, dans tous les cas, sera intéressant. Par contre, faites attention, ne faites pas passer ces enquêtes ou ces questionnaires aux personnes de votre entourage. Ils ne seront pas neutres et du coup, ça va fausser vos résultats. L'enquête va vous permettre de répondre à plusieurs de ces questions ci-dessous. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il fait? Et l'idée avec ces questions larges, c'est de comprendre quelles sont ses souffrances, ses peurs, ses frustrations, ses obstacles, ses freins, et quels sont ses rêves. Vous pouvez vous aider si vous n'avez jamais fait de questionnaire sur le lien que je vous donne ici de BPI France. Ils ont énormément de ressources
et ça peut être utile. Une fois que vous avez fait cette enquête est terminée, vous allez donc récolter les données, les traiter pour en tirer des conclusions. Ensuite, je vous conseille de garder le lien avec ces personnes en leur proposant de les tenir informés de votre projet pour ensuite pouvoir les mobiliser au moment où vous allez vous lancer. Je vais vous proposer donc à nouveau un tableau qui vous permettra de synthétiser dans les grandes lignes qui sont ces personnes les plus intéressées par votre projet. On va voir la notion de profil avec leur âge, sexe, profession, le pouvoir d'achat, on peut relier ça à la catégorie socio-professionnelle, quelles sont les habitudes de vie, leur quotidien, leurs expériences, les lieux qu'ils fréquentent, qui seront notamment très utiles pour éventuellement créer des partenariats, leur zone d'habitation, pour savoir où peut-être vous implanter plus précisément dans la commune, ou encore aller cibler des actions de communication précises à ces endroits-là, quelles sont leurs préoccupations pour savoir comment y répondre, quels sont les bénéfices qu'ils recherchent, leur motivation, leurs rêves, et on va essayer à la louche, avec les données de densité de population, le nombre d'habitants, etc., de voir combien de personnes ça pourrait représenter et donc quel serait le répondant qu'il y aurait sur votre projet. L'étape 6, vous allez synthétiser vos recherches qui va vous permettre d'extraire les éléments clés qui seront à retenir. Vous allez donc avoir une vision claire de votre étude de territoire et de son marché. Vous allez pouvoir peut-être en 2 colonnes lister les points forts et les points d'attention de votre projet sur le territoire. Et vous allez donc maintenant pouvoir vous positionner de manière plus éclairée, car avec toutes les informations que vous aurez cherchées, vous pouvez savoir où vous faire une place, jusqu'où vous allez rayonner, auprès de qui vous allez pouvoir trouver du soutien, savoir quelle est votre identité, comment la défendre pour ne pas être confondu avec les initiatives concurrentes, à quel public vous allez pouvoir vous adresser. Grâce à tout ça, vous allez pouvoir formuler votre raison d'être. Quelle est votre proposition finalement? Donc, vous avez 2 modèles différents. Choisissez celui qui vous parle le plus. C'est ceux que j'ai rencontrés qui me parlaient moi le plus précisément. On peut donc faire une phrase: mon projet aide tel type de personne qui a tel type de souffrance à avoir tel type de bénéfice sans certaines contraintes qu'on a pu identifier en expliquant votre démarche. En bonus, je vous ai laissé quelques questions utiles complémentaires qui me semblaient intéressantes à vous poser si ce n'est pas encore déjà fait. Dans ces questions-là, certaines peuvent correspondre à l'étude d'un business plan, mais voilà, l'idée c'est au moins de parcourir ça rapidement. Donc on va se poser la question de la motivation profonde, puisque si vous avez une ambition sans vraiment la vivre, ça risque d'être plus compliqué. Donc essayez de vraiment trouver ce qui vous fait vibrer, les valeurs qui sont clés dans votre projet, l'impact que vous souhaitez voir intervenir, pourquoi le projet est si important pour vous. Il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'il va s'intégrer dans votre vie personnelle et vie professionnelle, le temps que vous allez y consacrer, comment l'intégrer dans votre quotidien. On va regarder aussi l'impact financier, si vous en attendez des revenus, quelle est votre attente réelle et quels sont les coûts qu'il faut prévoir, type matériel, fonds de roulement, taxes, etc. Vous pouvez aussi réfléchir aux ressources à disposition aujourd'hui et ce qu'il vous faudra compléter, comme les moyens matériels, un ordinateur, un téléphone, une bonne connexion Internet, des locaux, des choses comme ça. Les moyens immatériels, comme des compétences, un fichier de prospect. Ça peut être des moyens humains. Est-ce que vous allez avoir du soutien? Est-ce que vous allez avoir un co-gestionnaire, un partenaire, des bénévoles? Est-ce que vous allez avoir un salarié? Enfin, tout dépend du type de projet que vous avez. Vous pouvez aussi réfléchir aux canaux de distribution et de communication que vous allez utiliser pour répondre à la question: comment est-ce que les habitants feront-ils pour être en contact avec votre proposition? Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je ne peux maintenant que vous recommander de vous plonger gaiement dans cette étude d'implantation qui va vous permettre de vérifier vos intuitions, tester vos hypothèses et maximiser votre impact futur. Et j'ai bien dit gaiement parce qu'en gardant en tête que vous allez approfondir vos connaissances sur votre écosystème, vous mettez toutes les chances de réussite de votre côté. Rappelez-vous que cette fameuse étude d'implantation, qu'on peut aussi appeler étude territoriale ou encore étude de marché, permet de révéler les freins et les opportunités sur la zone que vous envisagez. N'hésitez pas à la refaire dans quelques années pour rester bien connecté aux évolutions du territoire. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire rayonner votre projet et la Ruche qui dit oui se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour la suite.